Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La douceur des hérissons. Je m'appelle Sarah, je suis spécialiste de la famille recomposée et de la belle-méritée. J'accompagne principalement des belles-mères à transformer les épreuves qu'elles rencontrent, que ce soit des difficultés liées à l'ex de leur compagnon, aux beaux enfants ou autres, à en faire une force pour elles et leur famille. Donc si ces sujets vous intéressent, je vous invite à cliquer sur le bouton abonnement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications qui vous alerteront des prochaines vidéos que je pourrai faire sur le sujet. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir sur un siège éjectable, d'avoir une épée de Damoclès sur la tête dans votre famille recomposée en tant que belle-mère, d'avoir le sentiment de toujours devoir passer après tout le monde, après les beaux enfants, après l'ex, et que vos besoins ne sont pas pris en compte, voire même que vos enfants que vous avez eus avec votre conjoint passent après. Alors, si ce sujet vous parle, je vous invite à écouter cette vidéo, elle est faite pour vous. Ces sentiments-là, je les entends régulièrement, que ce soit dans mon groupe Facebook, que ce soit de la part des belles-mères que j'accompagne ou dans les échanges que je peux avoir avec des belles-mères. C'est assez souvent qu'elles me disent à un moment donné, mais en fait, j'ai vraiment l'impression de toujours passer après. Parfois, elles viennent me voir parce que même leur conjoint leur a dit des phrases qui leur ont fait ressentir ça. Donc, c'est un sujet sensible car il est fortement chargé émotionnellement. Donc, c'est vrai que quand je vois des belles-mères qui commencent à en parler dans des groupes Facebook, dans mon groupe Facebook, très souvent, voilà, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est quand même chargé émotionnellement. Et donc, quand un sujet est chargé émotionnellement, on a souvent la tendance de réagir très vivement avec des notions puissantes de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faudrait penser ou ne pas penser, ressentir ou ne pas ressentir. Et selon notre histoire, selon notre vécu, nos lunettes sur le monde, notre place, on va soit entrer en empathie avec la personne qui ressent ça et qui demande de l'aide, soit être dans un rejet ou un jugement en tout cas. En tout cas, c'est fait avec intensité, une intensité qui est à la mesure de l'intensité de ce qui se passe en nous. Donc les réponses, elles peuvent être, par exemple, tu savais qu'il y avait des enfants en même temps, si tu ne supportes pas, pourquoi tu restes? Ou encore, c'est normal que des enfants passent avant, c'est bien normal. Ou encore, oui, tu seras toujours sur un siège éjectable, ce sont des enfants et toi, tu es l'adulte. On peut avoir d'autres réponses de la part de personnes qui vont être plus empathiques avec la belle-mère, parce que peut-être elles sont à cette place-là, elles ressentent ça, et ça va être des réponses comme « je suis choquée que ton conjoint t'ait dit que ses enfants passeront avant, c'est violent ». Ou encore, ce rôle de belle-mère, il est ingrat, tu donnes et tu peux sauter à tout moment. Ou encore, c'est tellement injuste pour toi et tes enfants. Voilà. Donc, si vous me connaissez un peu, vous savez que je vous invite souvent à sortir d'une vision duelle de ce qui est bien ou de ce qui est mal, de ce qu'il faudrait penser ou ne pas penser, pour retrouver plus de nuances et de douceur et aussi plus de clarté. Shakespeare disait rien n'est bon ou mauvais en soi, tout dépend de notre pensée. Donc, si je dis ça, je précise quand même que je ne suis pas en train de dire que ces phrases en haut sont bien ou sont mal, qu'il faudrait dire ça ou ne pas dire ça. Je n'ai aucun jugement par rapport à ça. Par contre, de mon expérience, ce qui peut être intéressant pour les belles-mères qui ressentent ça ou pour le conjoint qui va dire ce genre de propos, ça va être de sortir des jugements de bien ou de mal pour voir ce qui est vivant en nous, ce qui est vivant en l'autre, ce qui s'agite. En tout cas, voilà, d'aller derrière ces propos, d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Pour moi, c'est comme découvrir une porte lorsqu'on est dans une impasse. Parce que si on reste sur des propos de bien ou de mal, de ce qu'il faut ou de ce qu'il ne faut pas, c'est fermé, il n'y a pas d'ouverture. Voilà. Donc moi, c'est vraiment réussir à transformer ça, voir ce qu'il y a derrière pour ouvrir des portes, et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas de mettre nos jugements à la poubelle et de dire voilà, que ces phrases-là sont à jeter, mais bien de comprendre qu'ils parlent plus de nous que de la personne qui les reçoit et qu'ils deviennent
précieux lorsqu'on les transforme. Ils nous donnent l'accès à nous-mêmes et à l'autre. Donc, dans ces situations où vous vous sentez sur un siège éjectable, avoir une épée de Damoclès sur la tête, où vous souffrez de ce que vous dit votre conjoint, du fait que voilà, vous avez le sentiment de vraiment toujours devoir passer après, je vais vous proposer une petite expérience. Vous allez imaginer que vous êtes un caméraman. Un caméraman, parce que le caméraman, il n'a pas le pouvoir de changer les choses, il ne change pas la scène, il est dans une posture d'observation et par contre, son point de vue va être important. Et lui, il n'a pas le pouvoir de changer ce qui est, mais il a le pouvoir de changer son point de vue, d'où est-ce qu'il va se positionner, l'angle qu'il va prendre. Donc, la première chose que je vous invite à observer, ça va être de regarder à quel niveau se situe ce sentiment, cette impression. Est-ce que, alors ce que j'appelle niveau, voilà, vous allez comprendre, c'est peut-être pas le bon mot. Si quelqu'un a un autre mot, merci de me dire en MP ou de venir m'en parler. Mais parce que derrière ces phrases, il n'y a pas toujours la même chose qui se cache. C'est-à-dire, un premier niveau, ça pourrait être est-ce que votre conjoint vous a dit clairement, mot pour mot, tu passeras toujours après, c'est mes enfants en priorité. Et est-ce que dans les faits concrets, ça se vérifie par des actes, il y a des situations où concrètement, vous pouvez m'expliquer, voilà, à tel moment, moi je suis complètement passée après, j'ai dû mettre mes besoins de côté, voilà. Dans un deuxième niveau, ce serait est-ce que votre conjoint ne vous dit rien de tout ça? Il peut même avoir des propos rassurants par rapport à ça en disant mais je ne choisis pas, t'inquiète pas. Mais que dans les faits, vous avez vraiment ce sentiment de toujours devoir passer après et d'être sur un siège éjectable. Et le troisième niveau, ce serait vous n'avez aucun fait concret dont vous pouvez me parler qui vous fait ressentir ça, ou en tout cas, vous pouvez vous dire que vous interprétez certains faits comme ça, mais peut-être ils peuvent être interprétés différemment, c'est-à-dire que peut-être à des moments, vous avez le sentiment de passer après ou d'avoir une épée de Damoclès, mais peut-être que votre conjoint a toute autre interprétation de la situation, et votre conjoint ne vous dit pas du tout ça, il a des propos rassurants. Vous voyez que déjà derrière ce sentiment-là, moi, ce que j'observe dans mes accompagnements, c'est que déjà, il y a vraiment 3 niveaux différents, et que ce même sentiment peut être ressenti de manière très puissante, très profonde, avec beaucoup de douleur, alors même que derrière, les situations sont parfois très, très différentes. Donc ensuite, peu importe le niveau dans lequel vous êtes et que vous avez pu observer là tout de suite, je vais vous proposer d'avancer votre caméra un petit peu plus en vous. Ne plus mettre la caméra vers ce qui se passe, vers la situation qui vous stimule, mais en vous. Vous allez tourner votre caméra et vous allez vous filmer vous. Et je voudrais que vous essayiez d'observer qu'est-ce qui se passe en vous. Et là, souvent, on observe plusieurs parts en nous qui s'opposent, qui ne sont pas d'accord, qui sont différentes. Ce que j'appelle plusieurs parts, ça peut être plusieurs nous à l'intérieur qui vont s'agiter, je vais préciser. Ça peut être par exemple une première part qui va dire mais j'en peux plus de passer après, j'ai l'impression de toujours devoir me sacrifier, de toujours devoir suivre. J'ai super peur, car si ça se passe mal, je vais être sur un siège éjectable, c'est moi qui vais devoir partir, alors même que je m'investis. Bref, voilà, il peut y avoir une part comme ça. Puis, il peut y avoir une autre part qui vient et qui dit, mais enfin, mais tu te rends compte de ce que tu dis, mais tu es l'adulte, c'est normal qu'il passe avant. Est-ce que tu as pensé à ton conjoint? Il fait ce qu'il peut. C'est à toi de t'adapter, c'est à toi de faire des sacrifices. Voilà. Vous allez voir du coup que il y a une situation extérieure qui vous heurte, qui heurte quelque chose en vous, qui peut être donc à plusieurs niveaux de ressenti et de vécu, et qu'à l'intérieur, ça vient créer un sacré désordre. Donc, si c'est le désordre à l'intérieur de vous, ça ne peut pas être super serein à l'extérieur, et vous n'allez pas pouvoir retrouver de la douceur. C'est déjà à l'intérieur, ce n'est pas doux du tout. Donc, ce que je vous invite à voir aujourd'hui, au travers de cette situation, c'est déjà que ça parle de vous et que ça peut être inconfortable et douloureux, mais que c'est une porte vers votre monde intérieur, une ouverture qui vous donne l'opportunité de vous accueillir, de vous aimer, et puis surtout d'aller découvrir vos besoins nourris ou non nourris par une situation, ce que vous aimez vivre dans la vie, ce que vous n'aimez pas vivre, et ce que cette situation crée. Plus on accueille ce qui se passe, plus on accueille les sentiments
d'injustice, de rejet, d'abandon qui peuvent parfois nous déchirer de manière vraiment profonde, plus on accueille ça, plus on agit sur soi et moins on subit. Et moins on a ce sentiment de subir et d'être mal dans une situation. Je vais vous donner maintenant un exemple concret qui se situe plutôt dans le niveau 1. Ça va être un conjoint qui va dire à la belle-mère, tant que ma fille t'aime, tout va bien, mais ma chérie, je t'aime très fort, mais par contre, si un jour ça se passe mal avec ma fille, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, ça ne pourra pas le faire. Voilà, c'est des choses qui arrivent, des propos qui peuvent être dits. Et moi, je vais vous proposer 4 manières différentes de recevoir ce message. Je vais m'inspirer du travail de Rosenberg, le père de la communication non violente. Si vous ne connaissez pas son travail, je vous invite à aller le découvrir, notamment au travers de son livre « Les mots sont de fenêtres » ou bien des mots. Et moi, je vais reprendre ces 4 manières de recevoir un message donc, qui stimule. Lui, il parlait de 4 manières de recevoir un jugement, un reproche. Et dans cette situation, c'est une phrase qui stimule, ce n'est pas un jugement, mais je vais utiliser ces 4 manières-là pour vous inviter à voir un petit peu plusieurs façons de recevoir quelque chose qui vous blesse. La première façon de recevoir ce message, ça va être de vous attaquer vous-même. Donc, dans ces situations, clairement, la belle-mère, elle peut dire, mais en même temps, tu te rends compte, ces derniers temps, tu as été tellement froide avec ta belle-fille, il ne faut pas t'étonner qu'il dise ça, c'est ta faute, en même temps, c'est à toi de t'adopter, c'est toi l'adulte, c'est normal que ces enfants passeront toujours avant et que tu ne puisses pas avoir la sécurité de rester. La deuxième façon de recevoir ce message, ça va être d'attaquer le conjoint. Ça peut être, par exemple, tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire, je m'investis, je donne tout, et toi, tu es capable de me dire des choses comme ça. Et si demain, ta fille, elle décide de ne pas m'aimer, tu te rends compte des conséquences, puis tu nous mets dans des situations de rivalité, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, je ne pense pas besoin de moi pour ces 2 façons de recevoir le message. Vous pouvez aller bien plus loin dans ce que vous pouvez vous dire ou dire à l'autre. Je vais m'attarder plus sur les 2 autres manières de recevoir un message qui sont importantes, je pense. Ça va être, donc la troisième manière, c'est l'auto-empathie. Et cette manière-là, vraiment, je vous invite à y faire très attention dans votre quotidien pour toutes les situations. Prendre un peu de temps pour vous accorder de l'auto-empathie. Quand vous recevez un message qui vous heurte, prenez du temps pour vous, pour voir ce qui se passe en vous. Et c'est là que le caméraman il se retourne et qu'il regarde vraiment tout ce qui se passe du côté de vos sentiments, du côté de vos besoins, du côté de vos ressentis corporels aussi. Allez voir, c'est précieux. Donc, je vais donner un exemple là pour cette phrase, voilà, tant qu'elle t'aime, tout va bien, mais c'est mon exemple. Peut-être que vous auriez d'autres choses à dire. Cette troisième manière, ça va par exemple être de dire « Waouh, je viens de recevoir une phrase qui me blesse. Je sens mon ventre qui se noue, ma gorge qui se serre. Je suis tendue, j'ai presque envie de pleurer, mais en même temps, j'ai envie de hurler. Quels sont mes sentiments? Quelles sont mes émotions ?» Là, il peut y avoir plusieurs choses qui se passent pour la belle-mère. Dans un premier élan, elle peut par exemple avoir de la colère. Se dire, mais c'est complètement injuste, je m'investis, et là, il me dit quelque chose. Et on va ensuite aller un peu plus en profondeur. Ça part de quel besoin? C'est peut-être un besoin de sécurité sur sa place, sur une sécurité affective, sur l'amour qu'il lui porte. Ça peut être un besoin de confiance. Il y a plein de choses derrière ça. Elle peut aussi ressentir la peur d'être rejetée, la peur d'être quittée. Et c'est pareil, ça parle de besoins, dans le fond, toujours des besoins finalement de sécurité, de confiance, d'amour, d'accueil, aussi peut-être d'accueil de ce qu'elle est dans toutes ses difficultés, ses souffrances aussi. Il peut y avoir aussi de la tristesse. Enfin, voilà. Chaque personne va réagir différemment, mais l'important dans ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, en tout cas, c'est d'essayer d'aller voir vraiment quels sont vos besoins. On peut remplacer besoin par qu'est-ce que vous aimez vivre et que vous ne vivez pas dans cette situation. Faites attention que les besoins ne soient pas rattachés à une personne. Par exemple, si vous dites
j'ai besoin qu'il me sécurise ou non, ce n'est pas un besoin. On n'a pas besoin qu'il vous sécurise, vous avez besoin de sécurité. Et vous avez 1000 manières de nourrir ce besoin de sécurité. Vous pouvez, par exemple, vous dire j'ai besoin qu'il me montre qu'il m'aime. Et dans ces cas-là, ce n'est pas un besoin. C'est une stratégie pour répondre à votre besoin d'amour. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans ces détails-là, je le fais dans mes accompagnements, mais c'est important de faire la nuance parce que si vous restez sur la stratégie, par exemple, j'ai besoin qu'il me montre qu'il m'aime, ça va être un peu plus tendu parce que s'il ne le fait pas, vous allez toujours être en carence de votre besoin d'amour, alors qu'un besoin d'amour peut être nourri par plein d'autres manières. La quatrième manière de recevoir ce message, ça va être d'entrer en empathie avec la personne qui vous envoie ce stimuli, cette chose qui vous blesse. Alors, ça peut être difficile, surtout si on n'a pas eu assez d'auto-empathie. Mais cette étape-là, elle permet déjà de se relier de cœur à cœur avec la personne et parfois de voir que derrière les mots, il y a bien d'autres choses qui se disent. On est vraiment, je trouve, des handicapés de la communication dans notre société. Et on dit parfois des choses pour dire complètement autre chose. Alors, je ne dis pas qu'il y a pour certains conjoints, ces phrases sont tout à fait ce qu'ils veulent dire, mais parfois, c'est autre chose qu'ils veulent dire derrière. Et cette étape-là, elle est là pour ça. Attention, être en empathie, ça ne veut pas dire être d'accord. Ça veut juste dire essayer de mettre de côté un petit peu notre planète, nos lunettes, notre façon de voir le monde, pour se mettre à la place de l'autre et de voir ce qui se passe pour lui en termes de sentiments et en termes de besoins. Parce que tous nos actes, tous nos mots, toute notre vie, on agit pour nourrir des besoins. Donc, quand il dit ça, c'est forcément parce qu'il a un besoin derrière qui est nourri ou pas nourri et qui cherche à nourrir en tout cas. Donc, je répète, être en empathie, ça ne veut pas dire être d'accord et ça ne veut pas dire non plus ne pas avoir ses propres limites. Parce que je vois tellement beaucoup de belles-mères qui ont une facilité à entrer en empathie avec les autres et qui, du coup, oublient complètement leurs propres limites, qui n'ont aucune conscience de quelles sont leurs propres limites face à des situations et qui, du coup, arrivent à ces étapes-là et rentrent complètement en empathie avec leur conjoint et se sacrifient, s'oublient elles-mêmes. Donc là, ce n'est pas l'idée. Autre chose, j'aime bien le 4e accord Toltec qui est de dire ne faites pas d'interprétation, ne faites pas de supposition. Et là, on va pouvoir me dire, mais Sarah, qu'est-ce que tu fais là? Cette étape, forcément, tu vas faire des interprétations et des suppositions. Oui. Donc, par contre, ayez conscience que ce sont vos interprétations, vos suppositions, mais que ce n'est pas forcément la réalité, et qu'après les avoir fait, vous avez le choix, si vous avez les moyens et l'élan, d'aller vérifier si vous avez raison ou pas auprès de votre conjoint, mais voilà, ça reste quand même des suppositions et des interprétations. Je le précise parce que je vois beaucoup de personnes que j'accompagne qui interprètent, mais quand même au travers de leurs lunettes, et souvent elles interprètent beaucoup plus facilement pour se faire du mal que pour se faire du bien, et ce n'est pas forcément la réalité de leur conjoint. Voilà. Maintenant, je peux aller sur cette 4e étape. Et là, je vais encore donner un exemple, mais bien sûr que chaque situation est différente. Mais par exemple, peut-être que dans le contexte ces derniers temps, c'était compliqué entre la belle-fille et sa fille, et que ce papa, à un moment donné, il avait aussi peut-être, il se sent impuissant, peut-être qu'il est inquiet pour l'avenir, peut-être qu'il voit son rôle de papa aussi comme étant protecteur, comme devant assurer voilà, la protection de sa fille, et que s'il sent des tensions, il est peut-être inquiet de ce qui se passe, et que c'est sa manière de dire quelque chose qu'il aurait pu dire, par exemple, autrement, en disant « Écoute, ma chérie, je vois qu'en ce moment, c'est super compliqué entre toi et ma fille, et je me sens impuissant, je ne sais pas comment je pourrais agir entre vous pour que ça se passe mieux, je t'aime, je l'aime, j'ai mon rôle de papa qui est important et je me dis que voilà, je ne pourrais pas me séparer de ce lien-là. Et donc, je suis inquiet finalement sur l'avenir parce que je t'aime, je l'aime et je vois que là, c'est compliqué. Peut-être qu'il aurait juste pu dire ça. En tout cas, derrière, il y a toujours des sentiments, il y a toujours des besoins et je vous invite à essayer d'aller voir ce qui se passe pour le conjoint qui dit ça. Parce que parfois, ces propos peuvent être dits, mais ils cachent bien d'autres choses. Parfois, ces propos peuvent être dits dans des disputes ou dans des moments de tension et ce n'est pas du tout ce qu'ils ont envie de mettre en place. Ça parle d'eux.
Je vais prendre un autre exemple, un peu plus rude. Hein. C'est un papa qui a dit à une belle-mère, de toute façon, tu ne feras jamais le poids face à mon fils. Si la belle-mère, elle fait ce travail d'écoute d'elle-même, d'écoute de l'autre, que ce qu'il en ressort, c'est une difficulté pour ce papa à sortir d'un conflit de loyauté entre son enfant et sa nouvelle compagne, que la belle-mère, elle a du mal à trouver sa place, qu'elle se sent super insécurisée, donc elle a besoin de sécurité affective, et qu'elle se sent surtout en balance avec cet enfant, en rivalité, alors qu'elle ne veut pas de cette place-là, mais que c'est son conjoint qui, de par ses propres blessures, voilà, sa propre histoire, a des croyances, par exemple, qu'il faut faire un choix entre son enfant et la belle-mère, et qu'elle ne veut pas de cette place, et qu'avec la communication entre le papa et la belle-mère, le papa il se rend compte qu'il n'est juste pas prêt en fait, à répondre aux demandes de la belle-mère, à lui laisser une place qui ne va pas être une place de rivalité entre son fils et elle. Alors parfois, les limites, elles peuvent être posées. C'est pour ça que je vous disais, attention, être en empathie, ça ne veut pas dire ne pas avoir de limites. Mais ces limites-là, elles vont être posées dans un espace qui ne va pas être un espace de reproche, de critique ou de colère contre le conjoint. Ça va être dans un espace où on est presque désolé chacun de ne pas pouvoir contribuer et continuer la relation avec l'autre. Bouddha, il disait, rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. Pourquoi je dis ça? Vous savez, enfin, voilà, pour ceux qui le savent, j'ai écrit un article sur la colère et pour moi, la colère, c'est une amie aussi précieuse que toutes les autres émotions. C'est même une énergie qui peut être très puissante et qui peut amener des choses vraiment très belles dans nos familles recomposées. Des fois, la colère, quand elle est transformée, ça ramène un équilibre et quelque chose de fort. Par contre, je crois que de rester dans un sentiment d'injustice, d'abandon, de colère, c'est se faire du mal à soi. Pour moi, l'idée, c'est pas d'en rester, mais de rester avec, mais d'en faire quelque chose. Et que de ce sentiment, il peut naître une porte incroyable vers votre énergie de vie, une énergie qui peut nous amener bien plus loin que lorsqu'on reste avec, qu'on rumine et qu'on reste dedans. Ça nous amène d'abord vers nous, puis ensuite vers l'autre, si on le souhaite, comme j'essaie de vous... Voilà, c'est un peu ce que j'essaie de vous transmettre. C'est vraiment découvrir autre chose derrière les mots. J'ai vraiment envie de vous faire passer ce message, c'est que derrière les mots se cachent souvent d'autres choses que ce qui est dit. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais quand même parler d'une réalité. Quand les belles-mères, elles ressentent tout ça, il y a quand même une part de réalité dans le contexte qui leur fait penser ça. Il est vrai, par exemple, que les besoins des enfants passent avant. Un enfant ne peut pas nourrir ses besoins par lui-même, et donc c'est à l'adulte de les faire, et l'adulte diffère ses besoins. Et je dis bien différer ses besoins. Il ne s'agit pas de mettre vos besoins de côté pendant longtemps, parce que ça, en général, ça se finit mal. Il s'agit juste de différer ses besoins. Mais parfois, la transition, elle peut être rude pour des belles-mères, notamment qui n'ont pas d'enfants, entre une semaine où elles ont la totale liberté d'agir comme elles veulent, la totale liberté de manger quand elles veulent, d'aller se coucher quand elles veulent, d'avoir le canapé et la télé quand elles veulent, et une semaine où effectivement les besoins des enfants passent avant, parce que voilà, il faut qu'ils aient un rythme, qu'il y a peut-être l'école, il faut qu'ils se couchent tôt. Et oui, ça c'est une réalité qui peut leur faire ressentir tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu'elles vont passer après. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ont une épée de Damoclès sur la tête ou qu'elles ne sont pas importantes. Ce qui veut juste dire que parfois, leurs besoins sont différés. C'est pour ça que j'invite beaucoup à repartir des besoins. C'est parce que quand on se rend compte de quels besoins on a, on peut les différer et surtout, on ne les oublie pas. Et c'est ce qui permet un apaisement ces semaines-là. Une autre réalité, c'est que le couple est séparable. L'amour inconditionnel dans le couple, c'est pas... Voilà, non, en fait, dans un couple, il y a des conditions. On choisit de se mettre avec quelqu'un, et par exemple, s'il est une des personnes qui trompe l'autre, souvent, c'est des conditions de séparation. Donc, c'est vrai que le couple est séparable, alors que la relation parent-enfant ne l'est pas. Une fois qu'on est parent, on l'est à vie. C'est très compliqué, même légalement, de couper ce lien. D'ailleurs, même si on coupe le lien, ça reste que le père ou la mère reste à vie. Et ça peut effectivement créer du coup des angoisses ou des stress de se dire, bah voilà, du coup, si moi ça se passe mal, je vais être quittée.
Et du coup, si ça se passe mal avec les enfants, qu'est-ce qui va se passer? C'est effectivement une réalité qui peut faire ressentir ça et qui peut du coup se travailler, se conscientiser et apporter quelques éléments pour se sécuriser. Ensuite, c'est vrai aussi qu'il n'y a pas les mêmes attentes pour son ou sa compagne que l'on a envers ses enfants. Ce n'est pas les mêmes exigences, ce n'est pas les mêmes demandes, il n'y a pas la même tolérance parce qu'il n'y a pas le même lien. Ce n'est pas la même relation. L'amour que l'on a pour ses enfants n'est pas le même que l'on a pour son compagnon ou sa compagne. Par contre, j'invite à se questionner sur le fait de penser qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une priorité à donner entre la belle-mère et les enfants. Si le conjoint dit ça, ou si la belle-mère a ce sentiment-là, j'invite vraiment à vous poser des questions sur qu'est-ce que c'est ce truc de se dire qu'il y aurait une priorité, qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres ou qu'on devrait être sur des niveaux différents. Si demain, il y a votre voisin qui se fait super mal devant le palier de votre porte, je suis à peu près sûre que quel que soit ce que vous faites chez vous, quelles que soient finalement vos priorités, vous allez laisser tomber ce que vous faites pour aller aider votre voisin qui est en train de mourir sur le palier de votre porte, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est cette idée de priorité entre un enfant et une belle-mère? Moi, je pense que la priorité, c'est finalement les besoins de chacun qui doivent à la limite être priorisés dans le temps, mais ça ne veut pas dire qu'on les oublie. Et je ne vois pas en quoi la belle-mère est à mettre au même niveau. Pour moi, le couple, c'est la racine solide de l'arbre, ou à la limite le tronc. Et après, il y a les enfants, c'est les feuilles. Mais du coup, si on priorise les enfants par rapport au tronc, ça ne va pas. Et si on priorise que les feuilles par rapport au tronc et aux racines, ça ne va pas non plus. Il n'y a pas de priorité. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment très intéressant quand on ressent ça ou quand un conjoint le dit, de le travailler. Parce que ça crée beaucoup d'insécurité et de rivalité dans les familles recomposées. Ça crée une insécurité par rapport aux enfants qui peuvent avoir le sentiment d'avoir le poids de la relation de leurs parents et donc se sentir responsable d'une séparation ou pas. Et même si parfois il y a des enfants qui peuvent dire ah, moi je serais très content si mon père se sépare de la belle-mère, ça n'empêche pas que d'avoir le poids de cette responsabilité, c'est pas sécurisant du tout pour un enfant, surtout s'il a déjà connu une séparation, qu'il a peut-être eu le sentiment d'en être responsable. C'est vraiment très lourd à porter. C'est lourd à porter aussi pour la belle-mère qui peut se sentir en rivalité et qui, donc, dans son quotidien, va voir ses beaux-enfants comme des rivaux, que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est ce que ça crée. Donc, je vous invite vraiment à travailler ça dans vos familles recomposées pour que ce soit le plus apaisé possible, qu'il y ait une réflexion de fait sur l'amour qui est différent pour chacun, qu'il n'y a pas de priorité à avoir, que tout le monde peut avoir sa place, qu'il peut y avoir une harmonie pour tout le monde, parce que plus ça va être ancré en vous, en chacun de vous, que ce soit le papa, la belle-mère et les enfants, et plus les relations vont pouvoir être équilibrées, apaisées. Pour finir cette vidéo, je vais vous poser une question et je vous invite à essayer d'y réfléchir de la manière la plus honnête possible et de garder cette question dans votre tête pour les jours qui viennent. Est-ce que vous faites de vous une priorité? Est-ce que vous, ou en tout cas une part de vous, vous lui mettez une épée de Damoclès sur la tête, par exemple, si pour le regard de quelqu'un d'autre, pour être aimé de quelqu'un d'autre, pour être accepté, pour être accueilli, pour appartenir à quelqu'un d'autre, vous vous mettez de côté. Est-ce que vous vous écoutez toujours? Est-ce que vous faites de vous une priorité? Est-ce que vous dites des fois oui en pensant non? Pour moi, c'est des questions essentielles. C'est la base. Parce que déjà, si vous ne faites pas de vous une priorité, si vous mettez vous-même une épée de Damoclès sur la tête pour faire plaisir aux autres, si vous êtes la dernière roue de votre carrosse, alors déjà, et voilà, il y a quelque chose à questionner et à travailler là-dedans. Donc, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon quand vous écouterez cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à venir me parler si vous en avez l'envie. Et puis, je vous dis à très bientôt.